Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, j'aimerais vous donner 5 conseils pour développer votre médiumnité. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît beaucoup, que c'est un sujet que vous aimez que j'aborde. Alors aujourd'hui, je vais vous communiquer 5 éléments qui me paraissent primordiaux lorsque l'on souhaite développer sa médiumnité. Dans cet épisode, je vais vous parler concrètement d'éléments faciles à mettre en place et faciles à comprendre qui normalement devraient tout changer dans votre manière d'aborder ce 6e sens, cette médiumnité que vous souhaitez développer. Ces 5 conseils, ce sont des conseils que j'applique moi-même depuis longtemps. Je dirais que ce sont même des conseils que j'ai créés en constatant que certaines choses fonctionnaient très bien chez moi, fonctionnaient très bien dans ma volonté de transformer certains éléments, catalyser ou amplifier certains outils de connexion. Bref, je vous donne ce qui a fonctionné pour moi et j'espère que ça fonctionnera pour vous. Le premier conseil, c'est de faire attention à la fatigue mentale. J'ai remarqué que lorsque l'on connecte à l'invisible, et ça c'est quelque chose qui est vrai dans mon expérience depuis toujours, et je constate chez mes compatriotes et amis médiums très connectés qu'ils vivent la même chose de leur côté, solliciter ces outils de connexion à l'invisible, c'est quelque chose d'éreintant. 1h30 de séance de médiumnité, ça peut être aussi fatigant qu'1h30 de renforcement musculaire. Et je ne rigole pas. Alors vous vous rendez compte que si je ne rigole pas, c'est que c'est très très sérieux, parce que ça n'arrive pas souvent. Bref, revenons un petit peu à notre sérieux. Ça peut être équivalent effectivement à une grosse séance de sport, mais ce n'est pas la même fatigue. C'est une fatigue qui est complètement différente et qui ne va pas être ressentie de la même manière. C'est très difficile de poser des mots sur l'effet que ça peut avoir à la fois sur l'esprit et le corps. Mais je dirais que c'est un subtil mélange entre la fatigue mentale et la fatigue physique. C'est-à-dire cette fatigue qui vous empêche de penser et qui en même temps éteint complètement votre corps. Alors imaginez, lorsque l'on débute une connexion médiumnique, lorsque l'on commence tout juste à utiliser ces outils-là, imaginez la fatigue que ça peut provoquer. C'est extrêmement déstabilisant au départ. Et je me souviens avoir dû me reposer parfois jusqu'à 1 semaine après certaines connexions parce que entre vivre une expérience de médiumnité spontanée et se concentrer volontairement, utiliser volontairement ces outils de connexion médiumnique, il y a une sacrée différence. D'autant plus que lorsque l'on vit une connexion spontanée de médiumnité, généralement, elle concerne directement notre expérience et notre champ vital, notre vibration propre. Lorsque l'on se connecte volontairement, généralement, notre conscience n'est plus orientée sur nous-mêmes, mais sur un élément ou un espace extérieur à nous-mêmes. Et donc, il va falloir qu'on fasse ce chemin de conscience de nous connecter vers quelque chose qui est extérieur à notre champ vital, à notre vibration, notre signature. Donc, ça demande une certaine adaptation. Aussi, dans notre vie trépidante où nous sommes toujours à 1000 à l'heure pour tout faire, où nous n'avons jamais le temps de nous poser plus de 10 minutes, et lorsque nous sommes posés, nous occupons notre esprit à 12 000 choses, eh bien ce n'est pas simple. J'ai bien remarqué que lorsque je sollicite beaucoup trop mon énergie mentale, lorsque j'utilise mon esprit pour réfléchir à des choses qui peuvent être à la fois très basiques de la vie quotidienne, mais aussi à des problématiques professionnelles et de vie autres, comme par exemple l'administratif ou des choses comme ça, eh bien, la fatigue mentale qui est générée va faire que ça va potentiellement amoindrir un petit peu ma capacité de connexion, et cette fatigue va générer comme une sorte de petit grippe, de petite difficulté à cette fluidité que peut avoir mon canal médiumnique en termes généraux. Aussi, il est très important de ne pas négliger cette fatigue et
de pouvoir choisir les moments durant lesquels vous faites des exercices qui vont solliciter beaucoup votre énergie et votre attention. Lorsque vous commencez tout juste, lorsque ce sont vos débuts, je vous déconseille par exemple de faire des exercices de médiumnité très énergivores en plein milieu de votre journée alors même que vous avez encore beaucoup de choses à faire et l'esprit surtout très occupé. Donc forcément, dans une vie trépidante où on ne trouve pas beaucoup de temps, les grands exercices, et quand je parle de grands exercices, ce sont effectivement les connexions médiumniques, ce sont par exemple les exercices au pendule de connexion avec des esprits, ou des éléments comme ça qui vont demander une grande vigilance, qui vont demander beaucoup d'énergie, qui vont demander peut-être ou générer une connexion avec des esprits extérieurs. Eh bien, toutes ces choses-là, on les garde plutôt pour les moments de pause, les week-ends, les vacances, ou les après-midi disponibles où on peut prendre une petite douche, se poser, respirer et ensuite être concentré et disposé à ce que l'on va faire. J'ai écouté très récemment un épisode de podcast de Laurie Tillman qui interviewait Aurore Neveu, alias la fille de l'étoile. Et Aurore Neveu nous disait notamment qu'il lui arrivait parfois de vomir à la fin de sa journée lorsqu'elle avait enchaîné les séances et était confrontée à trop d'énergies différentes, de connexion à des informations spécifiques, et que finalement cet épuisement généré par l'utilisation de son canal médiumnique pouvait provoquer des symptômes corporels qui étaient assez intenses. Très régulièrement, il m'arrive par exemple d'avoir des maux de tête, d'avoir de la fatigue physique, etc. si je ne prends pas les dispositions nécessaires pour que mon corps soit préservé. Et parfois on ne peut pas vraiment éviter ça, et donc ça nécessite de mettre en place une hygiène de vie qui soit non pas irréprochable, mais en tout cas suffisamment qualitative pour soutenir la vitalité de notre corps et ne pas partir dans des difficultés corporelles trop grandes, lorsque l'on peut les éviter. Bien que la médiumnité soit idolâtrée aujourd'hui et désirée par beaucoup, ça reste un outil qui conditionne de nombreux aspects de notre vie et parfois des aspects dont on se passerait bien. Le deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est de lire des livres de spiritualité, mais de sagesse profonde. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de livres sortir avec des informations très directes, des mises en place très simples, des conseils très simples et de la vulgarisation d'informations. Mais finalement, j'ai remarqué que mon canal médiumnique s'ouvrait de manière exponentielle lorsque je lis des ouvrages qui, au contraire, vont me pousser à la réflexion et peut-être même générer de nouvelles questions. Pour ma part, j'ai quelques références qui notamment ont eu cet effet sur moi de développer énormément ma capacité à percevoir de l'information, notamment en générant une image de l'esprit très forte de ce qui était abordé. Je peux notamment parler de certains ouvrages de François Jolivet-Castelot, les ouvrages d'Hermès Trismégiste, ou notamment l'ouvrage Le Kybalion qui a été un élément révélateur très fort. Je pense aussi aux ouvrages comme ceux de Marie-Louise von Franz, qui sont très intéressants, ou alors La vie divine de Sri Aurobindo, qui est absolument fabuleux. Bien sûr, je conseille toujours de lire les textes sacrés, les textes de spiritualité ancestraux, comme la Bible, le Coran, ou des ouvrages comme le Bhagavad Gita, notamment, qui est un ouvrage indien absolument fabuleux. Ces ouvrages-là vont avoir la capacité, notamment, de nous pousser à la réflexion en nous-mêmes. Ce sont des livres qui ne sont pas faciles à lire, mais qui demandent une pleine implication dans ce que l'on est en train de lire, et surtout nous donnent accès à des informations d'une très grande richesse. Exit le marketing, exit la vulgarisation à outrance, exit le recrachage d'informations sans qu'il y ait forcément de profondeur. Là, on se situe dans des ouvrages qui vont vous transmettre quelque chose qui va parler directement à votre inconscient, qui va parler directement à cette part de vous qui sait, mais qui a simplement besoin de s'en rappeler. Bien évidemment, ça ne signifie pas que les livres de vulgarisation ne soient pas importants. Je dis simplement que ces ouvrages qui poussent à la réflexion poussent aussi à l'autonomie de pensée, à l'autonomie dans la conception de sa propre vision du monde et de l'invisible. Ce qui est important, ce n'est pas forcément de retenir une information extérieure, mais plutôt de se l'approprier et qu'elle devienne d'une certaine manière le socle d'un système de pensée tout à fait singulier et personnel qui va venir enrichir celui des autres.
J'entends souvent des personnes qui se plaignent de ressortir de certaines initiations ou de ressortir de certains ouvrages avec plus de questions qu'ils n'en avaient avant. Mais je crois qu'il faut savoir faire le deuil de ces questions qui n'obtiendront peut-être jamais de réponse définitive. Lorsque l'on touche à l'invisible, on touche à quelque chose qui n'aura jamais de réponse définitive, pleine et entière, tant que nous serons incarnés. Il faut savoir accepter parfois que la connaissance génère encore plus de questionnements, et que c'est ce questionnement-là qui va donner du sens à l'expérience. Parce que ces questionnements-là, ils sont finalement comme un élan, comme un pas en avant, comme une dynamique qui va nous être insufflée à chaque instant et nous donner envie de vivre encore plus fort, encore plus loin, et surtout avec une plus grande intensité encore. Mon troisième conseil, ce serait de se familiariser et de prendre le temps de se familiariser avec la subtilité de ce que l'on perçoit. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis rendu compte que de travailler cette acceptation de la subtilité d'une information subtile, eh bien, ça me permettait d'accueillir encore plus de détails dans mes perceptions et surtout de leur permettre de s'enrichir toujours plus. Tout simplement parce que nous habitons donc un corps naturel, un corps de matière, qui va servir de référence à notre conscience tant que nous sommes incarnés. Mais nous n'en sommes pas moins un corps astral et un corps éthérique qui, eux, sont vibrants et vivants dans l'invisible sur des strates plus subtiles. Lorsque nous connectons à l'invisible, notre corps va enregistrer l'information subtile comme n'étant pas suffisamment dense et complète pour être validée par le système mental. Il m'a fallu du temps avant de comprendre que cette information subtile, bien qu'elle ne soit pas suffisamment dense, suffisamment matérialisée, eh bien, elle revêt une vérité dans mon système de compréhension qui est parfois assez incroyable. Parce que, lorsque l'on connecte à l'invisible, l'image que l'on perçoit dans notre écran de l'esprit est une image qui peut sembler parfois vaporeuse. Elle peut paraître incomplète, elle peut paraître manquer de densité. Et c'est le cas. Mais c'est justement la source même de la dimension à laquelle vous connectez. Certaines informations ne pourront jamais se rendre plus tangibles que ça, tout simplement parce que leur nature n'est pas de cette densité-là. Aussi longtemps que vous refuserez d'accepter que l'information subtile restera subtile même lorsqu'elle parviendra jusqu'à votre esprit, eh bien vous ne parviendrez pas à vous tranquilliser et lui laisser l'espace nécessaire dans votre système de compréhension. C'est un travail que j'ai vraiment fait moi-même et qui a pris pas mal d'années avant d'être conscientisé. Tout simplement parce que nous ne sommes pas conçus pour accepter une information subtile comme étant hiérarchiquement aussi importante que celle issue de la matière. Le quatrième conseil que je vais vous donner devrait vous aider à accepter la subtilité d'une image de l'esprit, d'une information subtile. Puisque le quatrième conseil que je vous donnerai, c'est d'essayer de vous entraîner à percevoir avec votre écran de l'esprit. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon initiation à Ranea. C'est un exercice que je communique très régulièrement, même lorsque je fais parfois des soins collectifs ou autres initiations, tout simplement parce que c'est l'outil de base de toute personne qui souhaite percevoir le subtil avec des images en couleur et en forme dans leur esprit. L'un des exercices que je transmets notamment, et c'est un petit cadeau que je vous fais là, c'est de créer dans un contexte de repos, donc par exemple le soir au moment de vous coucher et avant de vous endormir, de créer dans votre espace de l'esprit un paysage, un endroit, un lieu que vous constituez grâce à votre imaginaire de toutes pièces. Vous essayez de soigner certains détails, admettons que vous imaginiez une prairie avec des montagnes autour, ou un bureau avec certains meubles spécifiques, un endroit, peu importe, que vous connaissez mais qui est légèrement transformé parce que vous voulez créer une ambiance différente, peu importe, vous pouvez utiliser votre imaginaire pour créer un espace tel que vous voulez le concevoir. Et vous allez vous plonger dans cette image-là. Donc vous avez les yeux fermés, vous êtes potentiellement dans le noir, ça va faciliter les choses, et vous imaginez cet endroit. Et vous essayez de le visiter, cet endroit, vous essayez de vous balader dedans. C'est déjà une première approche de la subtilité. Et puis,
Vous allez attendre comme ça, vous allez rester dans cet endroit et vous remarquerez que l'image va peut-être se transformer. Peut-être que vous allez même atterrir dans un autre endroit. Il y aura peut-être des objets qui vont apparaître, peut-être des formes, des personnes, des animaux. Laissez venir, ne contrôlez pas. Ne contrôlez pas cette image, laissez venir ce qui veut se présenter. Même si ça vous paraît illogique, même si ça vous paraît bête, même si ça vous paraît étrange, laissez venir les transformations qui se proposent dans cette image de l'imaginaire. Pourquoi ? Parce que l'imaginaire est une part de soi qui est nourrie à la fois par notre personnalité et l'expérience vécue, mais aussi par l'imaginal. L'imaginal, c'est un espace que je qualifierais d'astralo-éthérique, mi-astral, mi-éther, qui va générer de l'information, de la forme et de la connaissance, et l'insuffler à tout être capable de connecter et de s'apparenter à cette dimension de près ou de loin. Aussi, l'imaginaire est une belle porte d'entrée vers l'invisible, vers ce qui est au-delà de nous-mêmes. Mais c'est aussi ce qui parfois nous perd, parce qu'on se dit « mais est-ce que c'était mon imaginaire ou est-ce que c'était une réelle information subtile ?» Dans ces cas-là, la question que je pose, c'est « est-ce que tu as volontairement voulu générer cette image ? Est-ce que tu as intérieurement demandé à ce qu'apparaisse cet élément ? Oui ou non ? Si il y a une petite partie de oui, alors effectivement, votre imaginaire volontaire, conscient, a pu biaiser en quelque sorte l'information. Mais si vous vous rendez compte que l'image est apparue d'une manière spontanée, sans même que vous ayez forcément eu l'idée de faire apparaître cet élément-là, dites-vous que vous avez peut-être réussi à extirper quelques informations de l'imaginal dans votre contexte imaginaire. Et évidemment, plus vous allez répéter ce petit exercice régulièrement, et vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps, parfois 1 minute suffit, et bien plus vous allez vous habituer à percevoir des informations, mais surtout à en accepter la subtilité. Et nous allons terminer par le 5e conseil, qui est peut-être le plus simple et en même temps le plus compliqué à mettre en place. C'est de laisser suffisamment de place à l'information imprévue, l'information spontanée, se rendre accessible à l'invisible. Nous sommes en Occident des êtres qui avons la tête remplie à 100% de tout plein d'informations. Certaines sont très utiles, d'autres le sont beaucoup moins. Nous avons également l'habitude d'être sursollicités par des informations extérieures qui vont popper dans tous les sens, des publicités, des émissions, la télé, des conversations, des injonctions professionnelles ou familiales. Bref, nous avons tout le temps dans notre esprit tout un tas d'informations qui prennent beaucoup de place. Mais dans tout ça, on va quand même essayer de faire un petit peu de tri. C'est un petit peu comme votre placard à fouillis que vous essayez de ranger pour gagner, allez, on va dire 15 cm² d'espace. Il y a toujours moyen de faire un petit peu d'espace, mais il faut juste ordonner ses idées et parfois même ordonner un petit peu son espace de vie. Et quand je parle d'espace de vie, je parle aussi de temps de vie. Se rendre accessible à l'invisible, c'est aussi d'une certaine manière cultiver une certaine forme de foi. Non pas forcément reliée à un dogme ou quoi que ce soit, mais la foi que dans toute expérience vécue, de la plus minime à la plus grande, il y a toujours une part qui doit être laissée disponible au divin et au subtil pour nous permettre finalement de vivre de l'inattendu. Cet espace mental, cet espace de l'esprit également que nous allons laisser disponible à l'invisible, au divin, c'est-à-dire cette part de notre vie que l'on remet dans les mains de plus vastes et plus grands que soi, c'est aussi cette part-là qui va créer une sorte de vide plein, de vide riche, qui va laisser cette place à l'information de l'invisible. Rester accessible à l'invisible, c'est aussi accepter que nous ne sommes pas les seuls maîtres de notre existence. Laisser de la place dans notre esprit, c'est accueillir parfois l'information inattendue, mais l'information qui peut tout changer dans notre manière de vivre le plus petit comme le plus grand événement de notre vie. Et bien voilà, je vous ai donné mes 5 conseils. 5 conseils qui sont à la fois très simples à mettre en place, mais qui vont nécessiter une implication de votre part et peut-être une réflexion un petit peu plus poussée. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ce qui a été donné ?
Comment vous considérez chaque élément, par exemple? Qu'en est-il de votre fatigue mentale? Avez-vous l'impression de vivre trop de fatigue dans votre esprit et de ne pas forcément pouvoir en accorder à une sollicitation plutôt liée à l'invisible? Est-ce que dans les livres que vous lisez, vous avez la sensation que ces derniers vous poussent à la réflexion? Et qu'en est-il pour vous de devoir accepter que certains livres nourrissent plus de questions qu'ils ne donnent de réponses? Mais aussi, est-ce que vous avez l'habitude, est-ce que c'est ok pour vous d'accepter la subtilité d'une information? Bien que vous soyez fasciné par l'invisible, est-ce que c'est facile pour vous d'en accepter le manque, entre guillemets, de densité? Et lorsque l'on parle de percevoir une image par l'écran de l'esprit, est-ce que vous avez cette facilité de jongler entre imaginaire et imaginal? Est-ce que cet élément vous paraît clair dans votre esprit? Est-ce que vous avez une pleine disponibilité à votre imaginaire aussi, qui est parfois un petit peu éteint par des vies qui sont riches de responsabilités et de choses très sérieuses, mais qui laissent peu de place à la fantaisie de l'esprit? Mais également, est-ce que vous laissez suffisamment de place au divin dans votre vie? Est-ce que vous avez foi en la vie? Est-ce que vous avez foi en l'univers, la source, Dieu? Est-ce que vous remettez une partie de votre existence dans les mains de cette intelligence qui vous dépasse, qui nous dépasse, qui me dépasse? Ce sont 5 conseils qui vont tout changer dans votre pratique, mais 5 conseils qui vont aussi vous faire des petits nœuds au cerveau si toutefois vous vous accrochez bien à ça. Mais ces 5 conseils vont tout changer dans votre pratique et dans votre manière d'aborder le développement de la médiumnité. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci d'avoir encore répondu présent et présente. Je vous dis à très bientôt avec grande joie pour de prochains épisodes.